Bienvenue dans le Café des Voyageurs, un podcast d'Atalante. Du sommet du Kilimandjaro au cœur du Sahara, d'un bivouac dans la jungle à la rencontre avec les Mongols, un voyage est avant tout une expérience. Le Café des Voyageurs, un voyage sonore et une immersion aux confins de la nature et des peuples. Atalante, le spécialiste du voyage à pied en petits groupes. Pour ce deuxième épisode, nous vous emmenons découvrir la Tanzanie à travers les yeux de nos invités. Lydia, créatrice de voyage, Olivia, créatrice de contenu spécialisée sur l'Afrique, Kalani, conseiller voyage Atalante et Elsa, voyageuse partie sur le Kilimandjaro avec Atalante. Ils vous racontent leur expérience, partagent leurs conseils et vous transportent avec eux dans ce pays touchant aux multiples facettes. Nous accueillons d'abord Lydia et Olivia qui nous parlent de la Tanzanie. Bonjour, je suis Lydia, créatrice de voyage chez Atalante. Je travaille dans cette agence depuis bientôt 4 ans. Je m'appelle Olivia, j'ai 30 ans et sur les réseaux sociaux, je suis connue sous le nom Le Petit Reporter. Et donc en fait, je partage depuis quelques années un petit peu tous mes voyages, que ce soit en vidéo, en photo, à travers des articles, du coup sur YouTube, sur Instagram et sur mon blog. Et en fait, j'essaye de montrer que c'est possible de voyager d'une manière un peu différente en tant que femme, puis surtout en allant à la rencontre des gens, en essayant de prendre vraiment le temps de découvrir les cultures locales et pas simplement de rester enfermée dans des endroits sans vraiment s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. Je pense que j'essaie de montrer que c'est important d'avoir une certaine curiosité aussi sur les pays qu'on découvre. Lydia, peux-tu nous parler des différentes cultures et influences en Tanzanie ? La Tanzanie, c'est un vrai carrefour culturel. Donc sur la côte, tu sens l'héritage un peu arabe et indien, dans la cuisine, dans la musique, dans les visages. Ensuite, tu rentres à l'intérieur du pays où chaque région a ses traditions. T'as les Maasai, les Chaga, les Sukuma. Et malgré toute cette diversité incroyable, tout le monde se retrouve autour du Swahili, qui est quand même la langue qui rassemble l'intégralité de la population. Donc il y a une vraie fierté, une chaleur dans l'accueil, une douceur dans la façon de vivre et des expressions qui sont vraiment propres à la destination. Et toi, Olivia, que peux-tu nous dire sur les peuples tanzaniens ? Je connais principalement la culture Maasai et en fait, ils ont beaucoup de traditions par rapport aux hommes, aux femmes, aux tenues, au fait que ce sont des peuples semi-nomades, donc ils ont du bétail et ils font en fonction des saisons. Ils vont essayer de bouger par rapport à là où il va y avoir de l'eau, là où il va y avoir aussi de l'herbe, ce qui est important. Moi, je sais que j'ai eu la chance, donc je suis allée quand même 7-8 fois dans un village, pas forcément toujours le même. Et j'ai eu la chance une fois d'être présente quand il y a eu une cérémonie. Alors, c'était pas très joyeux de base parce que c'était en l'honneur de quelqu'un qui était décédé. Mais en fait, dans ces cas-là, eux, ils vont célébrer la vie plutôt que pleurer la mort, on va dire. Et donc, il y a eu un décès dans le village et le soir, on a commencé à entendre des chants au loin. Et en fait, on a découvert tous les jeunes hommes du village qui étaient en rond et qui étaient en train de chanter et danser tous ensemble pour célébrer cette personne qui était décédée. Et c'était incroyable parce qu'ils nous ont totalement acceptés. On a pu assister à ces moments-là de communion et c'était incroyable. Et de voir ça, moi j'en ai pleuré d'émotion tellement c'était beau et c'était fort. Et on avait vraiment l'impression de prendre part à la cérémonie. C'est pas du folklore, c'est pas un spectacle. C'est vraiment eux, leur tradition ancrée quand il va y avoir ce genre d'événement dans la vie. Pour le coup, quand on a un peu de chance de découvrir ça, c'est des moments très très forts. Est-ce que ces traditions Maasai perdurent encore aujourd'hui ? Ils sont très très fiers de leur tradition. Je sais que par exemple Ibra qui maintenant vit en ville, donc il a une guest house aussi, donc il rencontre beaucoup de personnes. C'est le premier à aller se balader en ville en tenue traditionnelle Maasai parce qu'il est fier de montrer que c'est un Maasai, qu'il a la tenue. Il n'a pas envie juste d'être en casquette, claquette comme les jeunes d'aujourd'hui, ça l'intéresse pas trop. Alors c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes avec l'accès à l'école qui vont découvrir d'autres choses, qui vont se dire on a d'autres envies de travail, mais il faut savoir que chaque famille Maasai, c'est pas juste 1 ou 2 enfants, donc ils sont polygames et en général un homme va avoir 3, 4, 5 femmes qui vont chacune avoir 4-5 enfants. Donc ça fait quand même du monde. Et en fait, dans leur culture, ils vont pas envoyer tous les enfants à l'école, justement,
parce que il faut qu'il y ait une descendance, il faut que quelqu'un ensuite continue de s'occuper du bétail, de la famille. Mais en tout cas, pour le moment, ils arrivent à faire perdurer vraiment leur tradition ancestrale. Selon toi, Lydia, comment a évolué le voyage en Tanzanie ces dernières années ? Le voyage a beaucoup évolué ces dernières années parce qu'avant, on venait surtout pour le safari ou le Kilimandjaro. Aujourd'hui, les gens, les voyageurs ont envie d'aller plus loin, ils ont envie de marcher, de comprendre, de partager la culture locale, de vivre intensément en fait, les moments avec les habitants. Donc on explore les villages, on explore la côte Swahili, les safaris un peu moins connus dans des parcs un peu plus intimistes. On vit vraiment la Tanzanie autrement, plus lentement, plus profondément. Et qu'est-ce qui fait la singularité de ce pays ? Le côté parfum d'épices, ruelles de pierre, brise de l'océan Indien sur la côte Swahili, autant que tu prends ensuite la route vers l'intérieur du pays, et là tout change en fait. Tu passes du cratère du Ngorongoro aux plaines du Serengeti, et puis les couleurs sont vraiment complètement différentes. Tu traverses des villages Maasai qui sont assez incroyables, hein. Les couleurs du ciel sont vraiment dorées, et puis cette terre en fait qui est assez magnifique. Plus on avance dans cette destination, plus il y a des contrastes différents et on peut y aller pour un safari, qu'on peut y aller pour le trek, qu'on peut y aller pour se détendre à Zanzibar. Donc c'est vraiment un pays terre de contraste. Quel est l'équilibre entre richesse culturelle et naturelle ? Je pense que c'est un équilibre qui est réel, qui est présent, dont on n'a pas forcément conscience quand on va en Tanzanie que pour découvrir les animaux. On a l'impression que la Tanzanie, c'est que des grands espaces avec des animaux de la savane, alors que pas du tout. Il y a beaucoup de parcs nationaux, mais c'est pas que ça. Si on sort un petit peu de ça, il y a des dizaines et des dizaines de tribus différentes, donc avec à chaque fois une langue différente, des coutumes différentes, et qui permettent justement de découvrir tellement de choses. Il faut en avoir l'envie, parce que y a beaucoup de voyages où si on fait pas forcément des recherches un peu poussées, on va dire ok, je vais juste découvrir ces jolis paysages, alors que le côté culturel, le côté humain, le côté artisanal, il est très très fort, il se développe beaucoup, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Et ce qui est chouette aussi, c'est que ça va être aussi beaucoup des rencontres imprévues. Et les gens sont tellement chaleureux et accueillants que le côté découverte culturelle peut être très très fort présent en Tanzanie et comme moi, nous donner envie de revenir dans le pays plusieurs fois. Qu'est-ce qui, selon vous, représente bien l'âme de la Tanzanie ? C'est la danse traditionnelle que les porteurs font pendant l'ascension du Kilimandjaro. C'est un rythme qui te fait vraiment sourire, qui donne de l'énergie. Hakuna Matata, ça veut vraiment dire il n'y a pas de problème. Bon, nous, on connaît un peu Hakuna Matata à cause du Roi Lion, de la chanson et tout ça, et c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément la signification, mais littéralement en Swahili, donc en langue principale en Tanzanie, quand les gens disent Hakuna Matata dans la rue, c'est vraiment pour dire il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et en fait, ils vont le dire très souvent. Ils aiment bien dire aussi polé polé, ce qui veut dire doucement, doucement, justement pour dire que on n'est pas dans une vie de stress, à vouloir toujours courir après le temps, après l'efficacité ou quoi que ce soit. Eux, ils sont là, non, mais je vais faire ça polé polé, tranquillement, il n'y a pas de rush. Et je pense qu'ils ont une tranquillité d'esprit qui est quand même assez agréable. Merci Lydia pour ton intervention. Olivia, nous continuons sur notre lancée. Pourquoi avoir choisi de voyager en Tanzanie au départ ? La première fois que j'y suis partie, en fait, c'était dans le cadre de mon tour du monde. Donc j'étais partie pour 8 mois toute seule. C'était au moment où je venais tout juste de créer mon blog et je voulais passer dans des pays très différents pour essayer de justement faire des petits reportages. Et je voulais absolument inclure le continent africain parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent pour des longs voyages autour du monde et qui skippent totalement l'Afrique. Et du coup, je m'étais dit que je voulais découvrir un peu un pays d'Afrique de l'Est où j'étais encore jamais allée. Moi, en Afrique, j'avais juste mis un pied au Maroc. Mais du coup, la culture maghrébine est très différente de l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe. Et du coup, c'était un petit peu le hasard. En vrai, je regardais vraiment la carte par rapport à d'où je venais avant. Donc, en fait, je venais de l'Asie. Donc, aller vers l'Afrique de l'Est, c'était un petit peu, on va dire, la logique avant de rentrer en France. Et au final, je me suis dit que j'allais passer par la Tanzanie et le Kenya, qui allaient être donc mes premiers pays d'Afrique. Quand j'ai annoncé ça, il y a eu pas mal de réactions, justement dans le sens « Ah, mais t'es une femme seule, c'est pas dangereux, fais attention ».
Et moi, j'y connaissais à l'époque encore rien à ce continent, donc j'avoue que ça m'a pas mis de peur, mais ça a quand même mis des petites graines d'appréhension où je me disais mais pourquoi les gens me disent ça ? Est-ce que c'est des gens qui, eux, y sont allés et ont eu des mauvaises expériences, ou est-ce que c'est juste des gens qui ont des a priori dans la tête et du coup, c'est là tout mon but d'essayer de leur montrer qu'en fait, il peut se passer des choses différentes. Et du coup, c'est un peu un concours de circonstances qui a fait que j'ai d'abord passé quelques semaines au Kenya. Ensuite, j'ai traversé la frontière terrestre pour rentrer en Tanzanie. Et au final, j'ai découvert un pays vraiment incroyable. J'y ai passé 3 semaines la première fois. Et depuis ce moment-là, j'y suis retournée. Je crois que maintenant, c'est la 8e fois. Donc, c'est pour dire que j'ai quand même eu un joli coup de cœur pour le pays. Pourquoi y retourner ? Qu'est-ce qui te touche dans cette destination ? C'est vraiment les rencontres que j'ai pu y faire parce que déjà il y a des très très beaux paysages, ça c'est clair. Il y a des magnifiques parcs nationaux, il y a le Kilimandjaro, les côtes sont très belles, il y a des belles plages. Il y a déjà beaucoup de choses à découvrir en tant que telles. Mais encore plus que ça, il y a beaucoup de cultures différentes, de populations différentes sur place. Et moi en fait j'ai fait des très très belles rencontres. Donc la première fois que j'y suis allée, j'ai rencontré un couple franco-maasai avec qui j'ai passé pas mal de temps. Et Ibra, du coup, qui est Maasai, m'a emmenée dans son village. J'ai pu découvrir un petit peu un bout de son quotidien, rencontrer sa famille, passer du temps avec eux. Et en fait, ça a été des rencontres tellement fortes, tellement chaleureuses que quand je suis partie, dans ma tête, c'était « je suis sûre de revenir un jour ici ». Et est-ce que tu arrives toujours à être surprise par ce pays ? Totalement, il y a toujours des nouvelles choses à découvrir. Déjà, rien que le fait de ne pas y aller forcément à la même saison, tu découvres le pays d'une manière différente parce que tu as la saison sèche, la saison des pluies. Les paysages vont être très différents. Entre une savane qui est toute verte ou une savane qui est toute jaune, c'est pas la même chose tout au long de l'année. Pareil pour observer les animaux, par exemple, ou la vie dans les villages. Quand justement je retourne dans le village Maasai, selon le moment de l'année, ça va pas du tout être la même chose. Des fois, je vais avoir la chance d'être présente quand il va y avoir une cérémonie, un événement important. Et puis la fois suivante, il va pas se passer grand-chose, mais ça va être juste la vie quotidienne des personnes. Et puis en soi, la Tanzanie est un pays très grand. Que tu ailles sur la côte, au nord, au centre, plus à l'ouest, il y a plein de choses très différentes à découvrir. Et il y a encore des choses que je ne connais pas. Merci Olivia, nous te retrouvons un peu plus tard dans cet épisode. Nous accueillons maintenant Kalani, conseiller voyage à Atalante, parti faire l'ascension du Kilimandjaro. Bonjour Pénélope, donc moi je travaille pour Atalante en tant que conseiller voyage spécialiste du Kilimandjaro. Je m'occupe essentiellement de la zone Afrique. Peux-tu nous parler un petit peu du métier de porteur ? Donc le métier de porteur est assez prisé pour les Tanzaniens parce que c'est un métier qui est plutôt bien rémunéré dans le pays et ça leur permet aussi d'avoir un accès aux voyageurs du monde entier qui se rendent chez eux et ils adorent partager leur culture et découvrir celle des touristes. Donc il y a pas mal d'écoles justement de guides et de porteurs et ils s'inscrivent de plus en plus pour participer du coup à ces aventures. C'est vrai que à Atalante, on essaye vraiment de faire attention du coup aux porteurs et à leurs conditions sur place. Et on est vraiment la seule agence du coup en France qui adhère aux recommandations de la CAPAP, qui est un organisme qui permet de protéger un petit peu les conditions de travail des porteurs et de les rémunérer à leur juste valeur. Quel est l'impact des différentes saisons sur un voyage en Tanzanie ? L'important, c'est vraiment de se méfier du coup de la saison des pluies, entre mi-mars et mi-juin à peu près. Donc il faut vraiment éviter cette période-là en Tanzanie, que ce soit pour le Kilimandjaro ou bien pour les safaris. Tout le reste de l'année, c'est quand même assez semblable. Là où on va avoir le plus de journées de beau temps, avec des températures les plus chaudes sur l'ascension, ça va être plutôt entre janvier et début mars. Et sinon, pour la partie safari, on va pouvoir retrouver du coup des migrations de gnous et de zèbres, principalement au début et à la fin de l'hiver. Privilégier ces 2 périodes-là pour les safaris, mais toutes les saisons sont assez bonnes hors saison des pluies. Et quelle est ta vision de la Tanzanie ? Selon moi, ce qui fait la singularité de la Tanzanie, c'est vraiment la diversité qu'on peut trouver dans les paysages. On va avoir du coup à la fois le côté montagneux avec le Kilimandjaro et son ascension, et on va avoir aussi toute la partie safari qui va être complètement différente de ce qu'on va pouvoir retrouver pendant l'ascension du Kilimandjaro. Et on aura également du coup, pour ceux qui aiment les îles et les parties plus balnéaires,
une possibilité de se rendre à Zanzibar, qui est une petite île du coup au large de la Tanzanie. Donc ça permet vraiment de pouvoir réaliser 3 voyages en un très facilement, sans trop de déplacements du coup entre chaque zone. Lors de ton ascension, quel a été l'apport du groupe ? Ce que j'ai vraiment apprécié aussi du coup pendant cette ascension, c'est l'aspect voyage en petit groupe. J'étais un petit peu inquiet de savoir qui allait m'accompagner du coup pendant cette ascension. Et en fait, ce qui était vraiment super, c'est que dès la rencontre au lodge avec le reste du groupe, le fait qu'on ait tous le même objectif commun d'arriver au sommet, ça nous a soudés très très vite. On est devenus du coup une petite famille très très proche au bout de quelques jours. C'était vraiment des moments d'échange qui étaient à la fois du coup avec les guides et les porteurs et avec les autres participants. Donc j'ai adoré ces échanges de petits groupes. Es-tu toujours en contact avec les voyageurs ? Oui, je suis toujours en contact avec les personnes. On a créé du coup un groupe sur WhatsApp où on se donne des nouvelles très régulièrement. On a même fêté nos 1 an d'ascension en commun au printemps dernier. Merci Kalani pour cet échange. Nous retrouvons maintenant Elsa, voyageuse atalante partie sur le Kilimandjaro. De ton côté, qu'as-tu pensé de l'importance du groupe ? Franchement, le groupe était génial. On s'est tous très bien entendus, pas de prise de tête. Chacun avait quelque chose en fait à apporter au groupe et je trouve que c'est super important. Quand il y avait quelqu'un qui avait un petit coup de mou, ça arrivait 1 ou 2 fois, les autres étaient là pour rassurer, pour dire t'inquiète pas, ça va aller, on sera là pour t'aider si besoin. Il y en a même qui proposaient parfois de prendre des affaires, des sacs des autres pour alléger le poids si c'était trop dur. Enfin vraiment, on a eu une super équipe et je pense que ça joue énormément sur le moral de tout le groupe parce que du coup, forcément, si on voit les autres continuer, on a envie en fait de les suivre. Donc c'est hyper motivant. Et est-ce que tu as un moment marquant en particulier à nous partager ? Je pense que le moment que je garderai en tête toute ma vie, je savais qu'il y avait une musique, une chanson qui chantait sur le Kilimandjaro aux visiteurs et je l'avais apprise du coup avant de partir. Et j'attendais qu'une chose, c'était que toute l'équipe la chante. Et en fait, on nous l'a chanté le jour 4. Donc c'était le matin avant qu'on fasse l'ascension de nuit. C'était trop bien, trop émouvant. Moi, j'arrêtais pas de pleurer, j'étais trop contente. Et ils nous ont fait en plus à chacun une chanson où ils priaient pour nous, pour qu'on arrive au sommet. Et franchement, c'était tellement émouvant, ce partage. C'était impressionnant. Et ça se voyait en plus qu'ils étaient contents de nous la chanter. Et ça, je pense que tout le groupe a adoré. Le Kilimandjaro a ses difficultés. Toi, comment tu t'es préparée à cette mythique ascension ? Alors moi je faisais déjà du sport avant de me lancer dans cette aventure. Je faisais déjà de la course à pied et j'allais beaucoup à la salle de sport pour la muscu. Pour l'entraînement du Kilimandjaro, du coup, j'allais courir 3 fois par semaine et j'essayais d'aller 2 fois à la salle de sport. J'ai beaucoup travaillé sur la machine à escalier en fractionné et parfois avec mon sac à dos pour m'habituer déjà à l'avoir sur moi quand je serai là-bas. Et vers fin mars, j'ai rajouté dans mon programme la randonnée quand les beaux jours ont commencé à arriver en Bretagne. J'essayais d'en faire une toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines quand je le pouvais. Je faisais à peu près entre 15 et 25 kilomètres. Et toujours avec le sac à dos pour vraiment m'y habituer à être dans les conditions de jour J. On préconise le test à l'hypoxie avant l'ascension. Est-ce que tu as pu le faire ? J'ai eu la chance, grâce à mon médecin, de faire un test sous hypoxie à la médecine du sport à Rennes. Et ce rendez-vous, il était assez important parce que il m'a permis de savoir comment mon corps il appréhendait le manque d'oxygène. Heureusement, tout s'est bien passé et les tests ont été positifs. Du coup, ça a été un réconfort en fait pour la suite. Et après, mentalement, je savais pas du tout à quoi m'attendre sur place. Je savais que ça n'allait pas être simple tous les jours. Mais justement, cette préparation, en fait, elle était là pour ça, pour m'éviter de subir un maximum. Et je savais pas comment mon corps il pouvait réagir. Donc c'était pour ça que c'était assez intéressant. Est-ce que tu le conseillerais à toute personne qui souhaite faire le Kilimandjaro ? Au-delà du fait qu'on voit comment ça se passe au niveau oxygène, comment le corps réagit, le médecin il voit aussi la condition physique. C'est assez intéressant parce que moi, j'étais déjà rassurée avant même de partir parce qu'il m'avait dit que mon test physique était largement suffisant pour l'ascension du Kilimandjaro. Et c'est quand même rassurant, je trouve, de pas se lancer dans le vide total en se disant comment mon corps va réagir une fois sur place. Donc franchement, si les gens peuvent le faire, je le recommande carrément. Est-ce que tu as eu une difficulté en particulier durant cette ascension ? Quand on parle de l'Afrique, on pense à la chaleur. Et au Kilimandjaro, c'est un peu l'inverse. Vraiment, faut pas négliger du tout le matériel pour le froid. Aurais-tu des conseils à donner à ce sujet pour les futurs voyageurs ?
Dans notre groupe, il y en a qui avaient des chaufferettes. On nous a partagé les chaufferettes en fait à tous parce qu'il y avait que le couple qui en avait pris. Il y en avait assez pour tout le monde, c'était trop gentil de leur part. Ça nous a bien aidé quand même. Sinon, je conseille surtout de prendre des bons équipements pour la nuit. Et au niveau de la nourriture, as-tu bien mangé durant ce voyage ? Moi, j'avais très peur au niveau de la nourriture. En tout cas, sur le trek du Kilimandjaro, j'avais très peur de pas aimer la nourriture ou de pas bien manger et que du coup, j'ai plus assez de force pour monter. Et en fait, on a tellement bien mangé. C'était trop bien, le cuisinier, il nous a fait des plats au top. Est-ce que cette expérience t'a donné envie de repartir pour une autre ascension ? L'expérience du Kilimandjaro, je savais pas à quoi m'attendre puisque moi, j'avais jamais fait ça. Et en fait, ça s'est tellement bien passé que ça donne forcément envie de renouveler l'expérience ailleurs. Parce que le Kilimandjaro, je ne me verrais pas le refaire. Parce que ce serait plus la même équipe, ce serait plus les mêmes porteurs, plus les mêmes guides, donc ça n'aurait pas le même goût en fait. Mais peut-être tester aussi autre chose, se donner un nouvel objectif, ça c'est sûr. As-tu un message à transmettre à nos auditeurs ? Ceux qui veulent y aller, forcément ils seront rattachés à des guides, des porteurs, etc. Je conseille vraiment de leur ramener quelque chose de chez nous. Moi, j'avais ramené des sablés et palais bretons. Et franchement, ils ont adoré et c'était touchant parce que eux, ils sont contents de nous partager leur vie ici, leur culture, leur nourriture, etc. Mais ils sont aussi très contents en fait quand on leur en partage la nôtre. Merci Elsa pour ce touchant partage. On retrouve Olivia qui nous parle plus en profondeur de ses rencontres locales. Quand je suis allée dans le village Maasai d'Ibra, j'ai pu rencontrer une famille qui m'a beaucoup touchée, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Il y a des enfants avec qui j'ai eu des liens assez spéciaux, notamment une petite fille qui s'appelle Naonai, avec qui j'avais passé beaucoup de temps. J'ai d'ailleurs appelé mon association d'après son prénom. Toutes ces rencontres-là ont eu un effet quand même très fort dans ce voyage en Tanzanie. Est-ce que tu as des conseils à donner aux voyageurs pour faire de belles rencontres ? Je pense que la meilleure manière d'être, c'est d'être vraiment curieux, avoir une ouverture d'esprit très forte et en fait arriver avec vraiment aucune image, aucun préjugé dans la tête. Donc on sait comment c'est dans notre quotidien, on sait comment notre culture fonctionne. Et en fait, il faut vraiment réussir à se détacher de ça quand on arrive dans des pays qui sont à l'opposé de chez nous. Et pas se dire, par exemple, les pauvres, ils ont pas accès à l'eau comme nous, on a accès à l'eau. Ils ont pas le confort qu'on a chez nous. Et en fait, il faut vraiment réussir à déconstruire ça et à se dire non, je vais rencontrer des personnes, je vais essayer d'être à leur écoute, je vais leur poser des questions. Ok, ils ont un accès différent à l'eau, et ben je vais leur demander, est-ce que c'est compliqué pour eux ? Est-ce qu'ils aimeraient avoir des choses différentes ? Est-ce que de mes propres yeux, quand je prends un petit peu de recul, je me rends juste pas compte que c'est pas comme chez nous, mais ça veut pas dire que c'est moins bien. Et je pense qu'il faut réussir à avoir justement ce respect et ce non-jugement de se dire, c'est pas parce que la culture est différente qu'il y en a une des deux qui est meilleure que l'autre. Je pense que le fait justement d'arriver avec des pensées dans la tête qui sont assez neutres, ça peut que nous apprendre des choses par la suite, autant sur les gens qu'on rencontre que sur nous-mêmes. Et je pense que cet échange et ce partage peut nous apprendre et nous enrichir énormément. Quel est l'apport des rencontres éphémères en voyage selon toi ? Ça nous pousse, je trouve, à davantage profiter du moment présent et se dire ok, bon bah cette personne, elle me touche énormément, je passe un bon moment avec elle, mais du coup, je vais profiter de ces quelques heures à fond, ça me restera en tête, j'oublierai jamais ça. Et toi, quel est ton message pour les voyageurs ? Il faut se rendre compte que les personnes, les Français par exemple qui arrivent en Tanzanie, ils vont pas connaître grand-chose de la culture locale, ils vont tout découvrir à travers ce que leur guide leur dit. Je pense que c'est important d'avoir certaines informations justement pour dire bon bah alors écoutez, là on est dans une région où la culture principale c'est les Maasai, il s'avère que ces terres-là sont sacrées, le gouvernement peut-être a essayé de les déloger au profit du tourisme, mais heureusement ils ont réussi à faire en sorte de rester sur place. Je pense qu'il y a vraiment tout un travail par rapport à ça. Tu vas amener des touristes dans des villages qui sont réels, où tu ne leur promets rien, tu leur promets pas qu'il va se passer des cérémonies ou plein de choses, tu leur promets juste de pouvoir découvrir la culture locale. Mais du coup, en échange, ça va aider ces personnes à avoir un complément de revenus pour continuer à vivre comme ils le font. Merci Olivia, nous sommes ravis d'avoir pu échanger avec toi sur cette belle destination.
Nous espérons que cet épisode vous aura transporté sur les terres tanzaniennes. Notre prochain épisode nous entraîne sur une île de contraste, entre océan, sommet et population locale festive. Nous attendons avec impatience vos propositions sur nos réseaux sociaux. À très vite pour un nouveau rendez-vous du Café des Voyageurs.